Alors, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Frédéric Sanonner. Monsieur Frédéric Sanonner, vous avez été officier de marine depuis maintenant 1983 et vous avez navigué à bord de nombreux navires de la Marine nationale et commandé 2 d'entre eux. Vous avez agi sur des théâtres d'opérations très variés, la plupart du temps en collaboration étroite avec les marines d'autres pays. Vous avez servi pendant 2 ans les États-Unis comme officier instructeur à l'Académie navale d'Annapolis. Et pendant cette période, vous avez même exercé le commandement en mer d'un navire d'instruction de l'US Navy. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter le sujet « Les États-Unis et la mer vers un changement de paradigme ». Je vous remercie. Je remercie aussi Grenoble École de Management pour avoir donné la possibilité à son partenaire, la Marine nationale, puisque la Marine nationale est partenaire de GEM dans l'organisation de ce festival, de nous avoir donné l'opportunité de s'exprimer sur une thématique qui concerne un pays auquel notre nation est très liée depuis le commencement de l'histoire des États-Unis et même avant. Au-delà du militaire et marin qui se présente devant vous, représentant de l'État dans sa dimension maritime, j'apporterai sans doute une touche personnelle du fait de mon vécu aux États-Unis, ça vient d'être rappelé, et donc mes propos ne vont pas forcément refléter à 100% la vision officielle de la République française sur ce sujet. Je vous remercie donc de votre compréhension sur ce point. J'aime bien cette image pour ouvrir le sujet, parce qu'elle présente 2 lieux qui sont extrêmement emblématiques des États-Unis, et ce sont 2 îles, donc des lieux façonnés par la mer. D'abord, Liberty Island, sur laquelle trône la statue de la liberté, offerte par la France au passage, la liberté qui éclaire le monde et qui démontre la vocation universelle que veulent se donner les États-Unis. Et puis derrière, vous voyez Ellis Island, le lieu de passage obligé et d'intégration de tant de milliers de migrants qui ont constitué le tissu social des États-Unis. Et la population américaine, elle a aussi ses racines là. Donc les racines de la société américaine sont sur une île. Et comme nous sommes dans un festival de géopolitique, je démarrerai naturellement mon exposé par la géographie. Et une fois n'est pas coutume, je voudrais vous présenter des images qui ne sont pas de la géographie réelle, mais plutôt des constructions imaginaires. La première consiste à superposer à la même échelle la mer Méditerranée sur les États-Unis. C'est un exercice de style, bien sûr. Ça n'a d'autre objet que de nous faire prendre conscience des rapports de taille. Quand on pense aux États-Unis, ça nous paraît immense. La Méditerranée, dans notre imaginaire, est de taille plus modeste. En fait, on voit bien que ces 2 entités géographiques ont exactement la même dimension. Voilà. Les États-Unis, la Méditerranée, tout ça, c'est la même taille. La deuxième image, c'est le fruit d'une simulation qui montre ce que serait le trait de côte américain dans le golfe du Mexique, au cas où le niveau des mers viendrait à s'élever de 40 mètres. Bon, c'est beaucoup. Il ne s'agit pas de prédire une quelconque apocalypse, mais plutôt de prendre conscience que des zones immenses des États-Unis sont à très très basse altitude et donc doivent se sentir concernés par les conséquences du changement climatique. Si vous regardez ce que deviendrait la Floride, il ne reste plus grand-chose. Voilà, la troisième image, et alors là, c'est le fruit c'est carrément une hypothèse d'un monsieur qui s'appelle Gordon Scallion, qui présente ce qui pourrait rester des États-Unis après un double effet géologique spectaculaire que lui prédit, mais ce n'est pas un Nostradamus, c'est quelqu'un qui a fait un certain nombre d'études assez scientifiques. Premier effet, c'est l'effondrement d'un certain nombre de failles tectoniques à l'ouest et les masses continentales qui s'effondrent, et en même temps une élévation du niveau des mers côté est. Voilà les États-Unis, à quoi ça pourrait ressembler, ce n'est pas tout à fait la carte que l'on connaît en temps normal. Bon, ça c'est la géographie imaginaire. Alors je voudrais quand même qu'on revienne à la géographie réelle, à des vraies images. Et quand on observe les États-Unis depuis l'espace, on voit bien que le lien avec la mer est une évidence. Vous voyez que sur la photo, il y a beaucoup plus de bleu que de vert. Alors certes, c'est du traitement des couleurs, néanmoins, la présence de la mer est évidente pour les États-Unis. Je vais articuler mon propos en 4 phases. D'abord, l'analyse de ce qui constitue la thalassocratie américaine.
Ensuite, la vision stratégique de cette nation vis-à-vis de la mer, le paradoxe qui est présenté par leur position relative aux droits de la mer, et pour arriver à ce qui va nécessairement constituer un changement de paradigme dans la relation entre ce grand pays et la mer. Mettons donc d'abord un regard sur ce qui fait la thalassocratie américaine, quels en sont les éléments constitutifs et comment les États-Unis en perçoivent les enjeux. Retour donc à la géographie, car il est important de bien comprendre comment et de quoi est fait ce pays. Pour résumer en des termes simples, on peut dire que les USA, c'est une pseudo-île à laquelle sont ajoutés un État qui est à cheval entre les océans Arctique et Pacifique et un État archipélagique. Sur une représentation sphérique du globe, la notion de pseudo-île se visualise mieux. Tout d'abord, dans les 4 directions cardinales, les USA sont entourés par des océans ou des vastes mers, ce qui multiplie les interfaces. Donc les masses maritimes sont présentes partout où l'on tourne le regard vu des États-Unis. Et puis, parmi les 50 États, Hawaï a bien sûr une dimension maritime toute particulière, puisque c'est un archipel au milieu du plus grand océan du monde. Alors certes, les USA ont des frontières et des voisins immédiats, mais on peut qualifier la limite sud comme une frontière à problème, tandis que l'essentiel qualitatif de la frontière canadienne est constitué en fait du boulevard fluvial qui mène à l'océan Atlantique. Je dis bien l'essentiel qualitatif, je ne dis pas que la frontière canadienne se limite à ça, mais l'ensemble de l'activité socio-économique et des échanges qui se passent au niveau de la frontière canadienne, c'est principalement dans les Grands Lacs et le Saint-Laurent, donc l'axe vers l'océan Atlantique. Et quant au voisinage de la Russie, eh bien, le détroit de Bering, c'est un obstacle qui empêche toute forme d'échange significatif. Donc quand on voit cette géographie, c'est quand même presque une île, les États-Unis, ce que j'appelle une pseudo-île. Pour tous les pays littoraux du monde, une notion importante dans l'analyse de la structure socio-économique, c'est la notion de façade maritime. Il faut comprendre par ce terme les zones littorales où il existe plusieurs ports qui interagissent entre eux et qui interagissent aussi avec les régions qu'ils relient, dans une vision globale, en optimisant bien sûr les synergies et la cohérence entre les différents ports. Les façades maritimes donnent toute leur structure au commerce maritime mondial. Il est communément considéré que 4 grandes façades maritimes façonnent le littoral de la partie principale des États-Unis, ce que les Américains appellent CON-US, Continental US, c'est-à-dire les 48 États autres que Alaska et Hawaï. Les façades atlantiques du golfe du Mexique, des Grands Lacs et du Saint-Laurent, ce que l'on appelle Mainstream America, et puis de la côte Pacifique, ce sont donc ces 4 ensembles qui façonnent la structure du littoral américain. À noter que le lien maritime entre ces façades met en relief toute l'importance qu'a pour les États-Unis le canal de Panama, un canal que, au passage, ils ont administré directement pendant la majorité du XXe siècle. La géographie a toujours un lien avec l'histoire. Ce n'est pas pour rien qu'on forme des professeurs d'histoire et géographie. Et en ce qui concerne celle des États-Unis, sa dimension maritime, elle est consubstantielle à la naissance de la nation. Déjà, l'héritage fondateur des Britanniques mettait dans les gènes des pays et des Américains, dès sa constitution du pays, une très forte culture de la mer. Et parmi les figures qui ont permis à ce pays de se constituer, les grands marins et les penseurs du fait maritime sont curieusement peu connus du grand public, mais il faut tout de même citer John Paul Jones, le fondateur de la marine américaine dans ses toutes premières années, et puis un siècle plus tard, l'amiral Alfred Thayer Mahan, le grand théoricien de la mer et de la thalassocratie. Dans la lignée de l'amiral Mahan, je voudrais qu'on regarde ce qui est la typologie des enjeux maritimes tels que perçus par les États-Unis. Tout d'abord, la mer, c'est un espace d'échange. C'est le milieu dans lequel les hommes et les marchandises circulent d'un pays à l'autre. C'est le domaine par excellence où s'exerce la mondialisation. Quand on sait que la mondialisation pour les États-Unis,
c'est aussi leur façon de vouloir imposer leur culture dans tous les sens du terme, pas seulement la culture artistique, mais leur culture de la façon de faire le business. Eh bien, le véhicule principal de la mondialisation, c'est les échanges, et les échanges essentiellement par la mer. Je rappelle que 90% des échanges de biens et de marchandises dans le monde se font par bateau. 90%. Donc c'est la quasi-totalité. La mer, par les échanges qui sont réalisés, c'est donc un environnement d'opportunité, et les Américains aiment bien cette notion d'opportunité, pour saisir des opportunités. C'est aussi donc un espace de développement, mais c'est aussi l'endroit où se manifestent des vulnérabilités et parfois même une dépendance critique, ce qui renforce la nécessité pour une nation qui veut protéger ses intérêts, la nécessité de contrôler les espaces maritimes et les routes maritimes. La mer, c'est aussi un immense champ de ressources naturelles. Parmi elles, bien sûr, je cite le pétrole, qui est si important pour les États-Unis, pétrole qu'ils extraient des fonds marins, en particulier dans le golfe du Mexique. On ne compte plus le nombre de plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique. Vous vous souvenez peut-être de ce qui s'est produit en 2010 avec la catastrophe de la plateforme Deepwater Horizon de la compagnie BP qui a brûlé. Ça a été une catastrophe technologique et écologique majeure qui a durablement manifesté des dégâts dans le golfe du Mexique. La mer, c'est un champ de ressources. Bien évidemment, la mer permet d'accéder au monde entier. Alors certes, tous les pays du monde n'ont pas forcément des côtes ou des ports. Il y a quelques pays qui sont enclavés, mais ils sont peu nombreux. Et de toute façon, ils sont connectés à des ports voisins. Il est généralement admis que 80% de la population du monde, 80% des humains sur la Terre, habitent à moins de 100 km du littoral. D'accord ? Donc la quasi-totalité de la population mondiale, sauf les Grenoblois, habite à moins de 100 km de la mer. Voilà. Ça veut dire que la mer, pour les Américains, c'est aussi le moyen de toucher tous les pays du monde et la majorité de la population, donc de ce que les Américains souhaitent vouloir influencer ou créer des marchés, saisir des opportunités. Enfin, la mer, elle permet à une nation qui s'en donne les moyens d'exercer une stratégie de puissance. Et là, on voit bien les États-Unis, et je vais développer ça après. C'est d'ailleurs tout ce qui fait la différence entre un simple État côtier, un État qui a juste des côtes, éventuellement un ou plusieurs ports, et c'est tout, et une véritable thalassocratie. Il n'est pas exagéré de dire que les États-Unis sont une thalassocratie, ça c'est très clair, et actuellement, et depuis quasiment tout le XXe siècle, la plus importante thalassocratie du monde. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ils ont pris le leadership dans le courant du XXe siècle. J'en viens donc naturellement à ce qui constitue la vision stratégique des États-Unis vis-à-vis de la mer, et je vais faire des développements sur les centres de gravité stratégiques du pays et sur la doctrine et les outils dont ils disposent pour appliquer cette stratégie de la mer. Il n'est pas toujours très courant, du moins quand on est en Europe, de représenter le monde sur une projection de Mercator, comme celle-ci, mais une projection centrée sur le continent américain. C'est vrai qu'on n'est pas toujours très habitué à ça en Europe. Les Américains utilisent beaucoup cette représentation. Ça donne quand même une vision et une perspective toutes différentes, et ça nous permet de mieux comprendre la vision américaine du monde. Les centres de gravité stratégiques sont tous, ou presque tous, soit des zones maritimes, soit des régions où la mer est un facteur essentiel, ne serait-ce que par sa capacité à en permettre l'accès. C'est ainsi qu'on peut dénombrer les 5 régions qui comptent le plus dans le monde pour les États-Unis: l'océan Pacifique et l'Asie orientale, les Caraïbes, le Moyen-Orient et l'océan Indien dans sa globalité, ainsi que la Méditerranée. Voilà, ça c'est vraiment les centres de gravité stratégiques des États-Unis. Ce sont soit des mers, soit des régions pour lesquelles la mer joue un facteur tout à fait déterminant. La stratégie des États-Unis pour la mer, comme de toute thalassocratie, repose sur une doctrine et des outils. Un terme anglais résume la doctrine américaine, le Sea Power, qui a été d'ailleurs, qui faisait partie du titre du livre célèbre de l'amiral Mahan, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Donc je vais d'abord voir quels sont les déterminants qui se cachent derrière cette formule qui pourrait apparaître simple, le sea power, mais il y a quand même pas mal de déterminants derrière tout ça. D'abord, il s'agit de s'assurer pour soi-même du libre usage de la mer, c'est-à-dire d'y faire naviguer et opérer ses navires militaires, mais navires civils également, navires marchands, sous pavillon national, pour toutes les finalités auxquelles ils sont destinés, en réduisant au strict incontournable les entraves à leur mobilité, à leur capacité. Le strict incontournable, c'est par exemple les limites de la glace, qui ne permettent pas aux navires, sauf aux brise-glaces, mais dans des conditions très, très précises et très limitées, de naviguer. Voilà. Le strict incontournable, c'est une barrière géographique, comme l'isthme de l'Amérique centrale, dont la difficulté a été contournée par le percement du canal de Panama. D'accord ? Mais dans le sea power, il y a aussi la notion de contrôle. Contrôle sur ce que les autres nations peuvent faire elles-mêmes de la mer. En d'autres termes, être en capacité de savoir ce qu'elles font, de coopérer avec elles si on en a fait le choix politique, ou au contraire, de leur dénier l'usage de la mer si on veut entrer dans le champ de la confrontation. Et les Américains peuvent faire l'un ou l'autre de ces choix. Ils l'ont fait. Ce ne sont pas les seuls, bien entendu. L'ensemble des nations qui ont une stratégie de puissance font le choix soit de coopérer avec d'autres nations, soit éventuellement d'entrer dans le champ de la confrontation. Disposer du sea power, c'est également être en mesure d'exercer une influence en mer sur l'ensemble des usagers de la mer, qu'ils soient des usagers militaires ou des usagers civils, qu'ils soient étatiques ou privés, et influer dans le champ politique aussi, au sein des organes internationaux de gouvernance des espaces maritimes. Exercer le sea power, enfin, c'est être en capacité d'utiliser la mer pour exercer une influence depuis la mer, c'est-à-dire une influence sur la terre. La simple présence au large d'un pays en crise, d'un moyen de projection de puissance, par exemple un porte-avions. Il n'y a pas que les porte-avions, ça peut être aussi un navire équipé de missiles de croisière. Le simple fait que ce navire est au large d'un pays en crise permet de peser dans les rapports de force et de faire ressentir la puissance, en l'occurrence la puissance américaine, s'il s'agit d'un porte-avions américain. Pour bénéficier du sea power, les États-Unis disposent d'une marine de haute mer. En anglais, on appelle ça une Blue Water Navy, celle qui navigue dans la mer bien bleue au large, par opposition avec les Green Water Navy, qui sont donc sur les eaux littorales. La possession d'un tel outil n'est pas partagée par beaucoup de pays dans le monde. Typiquement, une marine de haute mer se caractérise par sa capacité à se déployer loin de ses bases et, si nécessaire même, sur plusieurs théâtres simultanément. Sa capacité à contrôler une zone en haute mer, c'est-à-dire déjà à savoir ce qui s'y passe, qui fait quoi dans un espace maritime donné, et d'évaluer la relation de chaque acteur et mobile. Acteur et mobile, c'est chaque navire ou chaque aéronef, sa relation vis-à-vis des intérêts américains. Est-ce que ce bateau, il est conforme à nos intérêts ou est-ce qu'il peut nuire à nos intérêts? C'est ça le contrôle maritime. Est-ce que c'est un ami, un neutre, un suspect, un ennemi? Et une fois que la connaissance est acquise, le contrôle de zone consiste à imposer une volonté stratégique, en l'occurrence la volonté américaine, dans le respect du référentiel juridique reconnu. Les attributs aussi d'une Blue Water Navy, c'est sa capacité également à projeter de la puissance ou projeter de la force vers un pays sur lequel les États-Unis auraient décidé d'exercer une coercition armée. Projection de puissance, typiquement ce qu'on fait avec un groupe aéronaval, les avions d'assaut d'un porte-avions, projection de force, débarquement de troupes au sol, d'accord ? La capacité à se projeter sur une zone de crise, ça c'est vraiment les attributs d'une marine de haute mer. La capacité évidemment de protéger sa propre force navale de toute forme de menace, que ce soit des menaces militaires par avion, sous-marin, navire ou missile, ou des menaces cybernétiques ou même des menaces d'influence. Une marine de haute mer est un outil stratégique précieux qui nécessite un très haut degré de protection contre les menaces diversifiées. Enfin, toutes ces capacités doivent s'inscrire dans la durée, ce qui nécessite d'une part des moyens et des lignes logistiques
dédié et robuste, mais aussi d'avoir la capacité de régénérer les forces et de procéder à des relèves autant que nécessaire. Une marine de haute mer, une Blue Water Navy, ne peut considérer que ses moyens sont uniques si elle veut tenir dans la durée. Quand on a un moyen unique, on l'engage, et puis quand il est fatigué, quand il a atteint ses limites, il revient et on n'est plus là. La capacité à régénérer les forces, c'est ça ce qui permet de tenir dans la durée. Et toutes ces capacités doivent être réalisées, bien sûr, en maîtrisant en permanence le renseignement, ce qui permet de connaître et d'anticiper, et donc de disposer des moyens dédiés, des moyens technologiques ou des moyens humains, dans tous les milieux, y compris l'espace extra-atmosphérique, le champ d'action, notamment des satellites. Pour exercer le Sea Power, les États-Unis disposent d'un outil double de très haute capacité militaire, avec l'US Navy d'une part et l'US Marine Corps d'autre part. Deux outils qui sont également complétés par une composante qui ne dépend pas de la défense, mais qui dépend du département de la sécurité intérieure, les US Coast Guards, donc la garde côtière américaine. Et cette complémentarité entre, d'une part, les moyens de défense, Navy, Marine Corps, et puis les moyens de sécurité intérieure, Coast Guard, montre bien le continuum de la sécurité à la défense. Quelques photos pour mettre un peu de sel et un peu d'iode dans cet auditorium de Grenoble. L'ordre de bataille de la marine américaine est impressionnant, plus de 400 navires de tout tonnage basés sur tous les océans. Je ne vais pas vous les passer tous en revue, vous rassurez-vous. À noter que dans la palette des moyens navals, l'US Navy a non seulement les navires les plus impressionnants, les plus puissants, etc. Ils aiment bien les superlatifs, qui sont mérités. Mais il y a un autre superlatif aussi. Ils ont dans leur ordre de bataille le plus ancien navire de guerre au monde, toujours en service, le USS Constitution, qui a été armé il y a 220 ans et qui est toujours en service aujourd'hui, et qui navigue toujours. Bon, sa capacité militaire n'est pas comparable à celle des autres bateaux sur cette photo. Mais 220 ans, ça force le respect. C'est le plus ancien navire de guerre en service dans le monde. Avec leurs 10 porte-avions, leurs 62 sous-marins, tous ces navires à propulsion nucléaire, les États-Unis savent qu'une marine de guerre, c'est avant tout un outil de puissance pour une nation. Le corps des Marines est une composante d'armée tout à fait essentielle à la défense américaine. Donc le corps des Marines est rattaché à la Navy, dépend du secrétaire à la Navy. Ce sont des unités d'élite qui opèrent essentiellement à terre depuis les unités de la Navy. Les Marines, je pense que vous en avez tous entendu parler, sont réputés dans le monde entier pour leur combativité et leur excellence. Enfin, la marine américaine se distingue par un organe de gouvernance qui lui est propre, dirigé par un secrétaire d'État, pour contribuer par ailleurs à l'élaboration d'une stratégie navale exhaustive. La marine américaine dispose d'un institut naval, US Naval Institute, qui est l'organe officiel de réflexion et de proposition pour des nouveaux concepts ou des nouvelles doctrines. Cet organe qui s'appuie bien sûr sur des think tanks, en particulier le CNA, Center for Naval Analysis. Il est important pour la marine américaine de se projeter dans le futur et d'éclairer l'extérieur, dans un monde qui est en perpétuel changement et où les enjeux maritimes pour les États-Unis sont considérables. Je vous propose donc maintenant de regarder comment les États-Unis s'inscrivent dans la gouvernance mondiale des mers et océans. Et là, il est important de pointer le paradoxe américain. Dans un monde qui est organisé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le paradoxe est politique et il place les États-Unis dans une position juridique assez délicate, pour ne pas dire parfois inconfortable, dans la mesure où ils font partie du tout petit nombre de pays qui n'ont pas signé cette convention de 1982. Ils partagent cette position de non-État partie avec d'autres pays comme le Kazakhstan, la Syrie ou le Venezuela, par exemple. Bien qu'étant un moteur dans l'émergence du droit international de la mer, en ayant participé activement à toute la phase de négociation qui a abouti à la Convention de Montego Bay, les États-Unis ont choisi de ne pas signer, et encore moins de ratifier, cette convention, demeurant donc comme un non-État partie. À la base,
Ce sont des désaccords sur la partie 11 de la Convention, je ne vais pas vous l'éplucher, rassurez-vous, la partie qui traitait de l'exploitation des fonds marins, qui a entraîné le refus des Américains de signer cette convention. Et puis, cette disposition a été négociée, mais ensuite il y a eu des complications politiques, des disputes politiques, parfois même plus politiciennes que d'intérêt général. Vous savez que le paysage politique américain est essentiellement bipartisan entre démocrates et républicains. Et toutes ces disputes sont venues compliquer le dossier, qui oppose toujours, encore aujourd'hui, au Congrès, les tenants d'une participation et d'une accession des États-Unis, et puis les avocats d'une souveraineté qu'on voudrait préserver de toute forme de multilatéralisme. Les administrations successives depuis 1994 ont toutes repoussé la perspective d'une accession des États-Unis. Il est intéressant de noter que M. Rex Tillerson, qui était encore secrétaire d'État avant-hier, qui était lui-même un vigoureux promoteur d'une accession des États-Unis à la Convention du droit de la mer, quand il était en charge de la société pétrolière ExxonMobil, mais que quand il est devenu secrétaire d'État, il a opté pour la procrastination. Bon, maintenant, il n'est plus secrétaire d'État depuis avant-hier. On verra bien ce que le département d'État va proposer au président avec M. Pompeo. Pour autant, l'année 1994 a été marquée à la fois par la rédaction d'un accord sur la fameuse partie 11 et la mise en application aussi de la Convention après la ratification par plus de 60 États signataires. Les États-Unis, qui ne sont pourtant pas un État partie, admettent le caractère normatif du droit de la mer tel qu'il découle de la Convention, et ils y font même référence dans leur politique de sécurité maritime. En particulier, l'attachement qu'ils montrent à l'égard de la liberté de navigation demeure la pierre angulaire de leur politique maritime, et dans ce sujet-là, ils n'hésitent pas à s'appuyer sur la Convention, sur une Convention qu'ils n'ont eux-mêmes pas signée, mais qui est normative pour le droit international. Pour les États-Unis, le dilemme peut se résumer par une formule lapidaire: appliquer avec rigueur les règles du droit international tout en étant absent des organes de gouvernance. Leur statut de non-État partie les exclut de facto de toutes les structures internationales qui découlent de la Convention, parmi lesquelles deux entités tout à fait stratégiques, la Commission des limites du plateau continental et l'Autorité internationale des fonds marins. Le fait de ne pas en être membre signifie d'une part que les intérêts américains, que ce soit des intérêts nationaux ou les intérêts d'acteurs privés américains, ne peuvent pas y être défendus par des représentants légitimes du pays, et d'autre part que les États-Unis ne sont pas partie prenante dans les discussions présentées par d'autres États parties, et dès lors, ils ne peuvent pas exercer leur influence. Par ailleurs, ils ne peuvent pas non plus contribuer à l'évolution du droit de la mer, puisqu'ils ne font pas partie des organes de la Convention. Ces considérations ne sont pas simplement académiques. Elles trouvent une illustration particulièrement épineuse pour les États-Unis dans deux cas particuliers: l'océan Arctique, avec la problématique de l'extension des limites du plateau continental, et la mer de Chine méridionale, où les États-Unis et la Chine sont dans une posture frontale à propos de la souveraineté et de la liberté des mers. Je vous fais deux petits compléments sur ces domaines. Dans l'Arctique, les enjeux sont considérables, avec pour déterminant déjà le fait que la navigation devient de plus en plus exploitable du fait du réchauffement climatique, avec notamment ce que l'on appelle le passage du Nord-Ouest, qui longe les côtes du Canada et de l'Alaska, mais aussi la découverte de gisements très importants d'hydrocarbures. Actuellement, on estime que 22% des réserves non découvertes de pétrole et de gaz dans le monde sont dans l'Arctique. Un cinquième, c'est énorme. Enfin, la volonté qu'ont tous les États riverains, et en particulier la Russie, de faire étendre leur zone économique exclusive au-delà de la ligne des 200 000 marins, en arguant d'une largeur du plateau continental qui dépasse la limite des 200 000. Cette carte montre la zone qui est revendiquée par la Russie, vous la voyez en haut à droite, en bleu, ce qui porte bien sûr atteinte aux intérêts américains, mais les Américains ne peuvent pas défendre leurs intérêts puisqu'ils ne font pas partie de la commission du plateau continental. Le cas de la mer de Chine méridionale n'a rien à voir avec celui de l'Arctique. Il diffère au moins par 2 points. Les enjeux de ressources en hydrocarbures qui sont beaucoup moins prégnantes, mais une posture beaucoup plus agressive de la Chine, avec des épisodes de crise
qui a un fort potentiel pour dégénérer. Géographiquement, la crise se manifeste par des disputes de souveraineté autour de récifs naturels ou d'îles artificielles, essentiellement construites par la Chine. Celle-ci a par ailleurs des velléités de contrôler l'espace maritime de la mer de Chine méridionale, non seulement pour l'usage économique, ce qui est l'objet d'une ZEE, une zone économique exclusive, mais aussi pour la simple navigation. Donc les Chinois veulent exercer la souveraineté sur toute la zone, ce qui n'est pas l'objet normal d'une ZEE. Les États-Unis, quant à eux, bien qu'ils ne soient pas concernés par la délimitation des ZEE en tant que riverains, puisqu'ils ne sont pas riverains de cette zone, eux sont viscéralement attachés à la liberté de navigation et ne peuvent pas admettre une limitation à la capacité de leurs navires, en particulier de leurs navires militaires, à accéder à toute la haute mer. Il y a un programme spécifique intitulé FONOPS, Freedom of Navigation Operations, qui a été développé spécifiquement dans ce but pour aller contester les prétentions chinoises. Et vous avez sans doute vu dans la presse qu'il y a régulièrement des incidents depuis quelques années mettant aux prises des navires américains et des navires chinois à propos d'îlots contestés. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de potentiel de dégénérescence. Mais comme ils ne sont pas partie de la Convention du droit de la mer, les États-Unis ne participent pas aux arbitrages internationaux. Il y a récemment un arbitrage qui a été rendu dans le différend qui opposait les Philippines à la République populaire de Chine. Les Américains n'avaient rien à dire sur cet arbitrage. Depuis plus de 30 ans, les intérêts américains ont été au centre du débat sur la pertinence ou la non-pertinence de rejoindre la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Aujourd'hui, il semble que le rapport bénéfice-inconvénient de la position actuelle des États-Unis soit un rapport négatif. En effet, leur absence ne leur apporte pas d'avantages significatifs quant à la liberté de navigation, surtout puisqu'ils reconnaissent le caractère normatif du droit international de la mer. Et par contre, ils assument le coût politique d'être marginalisés des négociations internationales, dont certaines les concernent directement. On a vu notamment le cas de l'Arctique. Voilà. Au-delà de ces enjeux de politique internationale, il y a la politique domestique et la posture des États-Unis par rapport aux structures non américaines. L'administration Trump se caractérise par un degré assez élevé d'imprévisibilité, on l'a encore vu ces jours-ci, et en même temps une volonté de se démarquer des précédentes présidences. Personne ne peut parier aujourd'hui sur une accession à court terme des États-Unis à la Convention sur le droit de la mer. Mais la politique est faite de tant d'incertitudes, surtout avec un président imprévisible. J'en viens maintenant à la dernière partie de mon exposé, et donc enfin à ce qui constitue le titre. Est-ce qu'on va vers un changement de paradigme ? Il conviendra de noter que le leadership américain est de plus en plus battu en brèche par d'autres acteurs qui n'entendent pas jouer les seconds rôles, et que la mer est par nature le domaine par excellence où se manifeste le caractère multipolaire du monde. La contestation du leadership américain prend d'abord la forme de l'émergence de nouvelles puissances navales, au premier rang desquelles la Russie, la Chine, l'Inde. Ce n'est pas anodin qu'aucune de ces nations ne soit, au sens politique du terme, un allié des États-Unis. Après des années d'effacement suite à la chute de l'Union soviétique, la marine russe revient en force dans les affaires maritimes du monde, avec des moyens renouvelés, une présence opérationnelle très active. Je peux vous en témoigner. Les Russes sont très actifs sur l'ensemble des mers, en particulier au large de l'Europe, que ce soit du côté de l'Atlantique ou de la Méditerranée, notamment. Alors j'ai perdu le fil, voilà. Non seulement pour montrer les muscles russes, mais aussi pour faire comprendre à toutes les autres nations qu'on ne peut plus compter sans la Russie. M. Poutine a très bien compris tout le parti qu'il peut tirer de sa marine militaire. Il en va de même, quoique de manière différente, de la Chine et de l'Inde, qui sont deux nations sans véritable passé maritime, du moins comparable à celui des États-Unis, et qui se dotent chacune à marche forcée d'une Blue Water Navy. Dorénavant, les moyens navals chinois et indiens sont de plus en plus présents et actifs, et les Américains et leurs alliés doivent partager le Sea Power avec ces nouveaux acteurs. La traduction concrète et mesurable de ces postures se trouve en particulier dans les programmes de construction indigène de porte-avions, qui sont les outils de puissance navale par excellence. Je disais construction indigène. Les porte-avions chinois sont maintenant construits en Chine, les porte-avions indiens sont construits en Inde. Ce ne sont pas des acquisitions à l'étranger. Ils les fabriquent eux-mêmes. D'autres pays
aux ambitions plus régionales modernisent également leur flotte et manifestent de plus en plus leur présence. Je pense en particulier, mais ce n'est pas une liste exhaustive, au Brésil, à l'Algérie ou à l'Égypte. Ces pays ont en cours des programmes d'acquisition de navires et de sous-marins à haute valeur militaire, des moyens généralement fournis par des pays du premier rang, dont la France et l'Allemagne, notamment pour les exemples que je présente ici. Mais la contestation de la suprématie américaine ne se fait pas seulement par la construction de capacités nouvelles et leur emploi dans des zones étendues. Des pays ou des acteurs non étatiques contestent, quand ils le peuvent, le sea power américain. Dans la description de cette puissance navale, tout à l'heure, je présentais, entre autres, la capacité à se protéger des menaces multiples. Ce n'est pas de la théorie. Les navires américains ne sont pas invulnérables, comme l'a montré l'attaque menée au Yémen par Al-Qaïda contre le destroyer USS Cole le 12 octobre 2000, en tuant 17 marins et en endommageant gravement ce navire de guerre très sophistiqué. Les Américains savent que de nombreux groupes dans le monde cherchent à attaquer leur capacité à exercer le fameux Sea Power. Dans ce contexte de perte de suprématie et de concurrence exacerbée, le risque d'une course aux armements navals existe, en particulier dans le segment si important des porte-avions. Ce risque n'est pas sans rappeler ce que le monde a vécu dans les premières années du XXe siècle, avant 1914. Vous ferez vous-même le rapprochement. Le réarmement naval dans le monde est une réalité que les nations prennent avec un très grand sérieux. Il est clairement mentionné dans la revue stratégique de la défense française de la fin de l'année dernière, fin 2017, et les États-Unis en sont également très conscients. À partir de ce constat d'un leadership de plus en plus battu en brèche et d'un sea power moins absolu et davantage partagé, les États-Unis s'adaptent à ce monde toujours plus multipolaire, dans lequel ils ne sont plus qu'un acteur parmi d'autres, même si ils sont encore le plus fort. Cela passe bien sûr par la prise en compte des capacités des challengers. Je citais quelques pays tout à l'heure, c'est eux que j'appelle les challengers. Et la marine américaine exerce une vigilance extrême vis-à-vis, entre autres, de la marine chinoise. Je ne suis pas en train de dire que la Chine est au centre de la cible des intérêts américains, mais ils ont une vigilance extrême sur, en particulier, la marine chinoise, lorsqu'elle mène des opérations pour renforcer la liberté de navigation en mer de Chine. C'est bien de ça dont il s'agit. La vigilance s'exerce bien évidemment aussi vis-à-vis des acteurs non étatiques, et tout particulièrement des réseaux terroristes et toute forme de trafiquants, qui parfois ont développé des capacités maritimes innovantes. Je vous montre là un sous-marin fait pour livrer de la drogue, dans le trafic de drogue, dans la zone Caraïbe. Voilà. Dans ce contexte où l'influence en mer est de plus en plus partagée, l'enjeu numéro 1 pour les États-Unis, c'est de préserver l'avantage stratégique dont ils disposent grâce à l'US Navy et à l'US Marine Corps, d'où un budget de défense particulièrement robuste. Et tout le monde sait, on en parlait encore cet après-midi, que le budget de la défense américaine est loin au-dessus de tous les autres budgets de défense de tous les autres pays du monde. Dernier élément d'adaptation à la multipolarité du monde, la définition souple des alliances et des coalitions dans lesquelles les États-Unis s'engagent. Évidemment, ils ne demeurent la nation principale dans le cadre de l'OTAN, ça existe toujours, mais l'Alliance atlantique n'est pas leur seule forme de partenariat en matière de défense. Et les États-Unis pratiquent aisément d'autres formes de coalition, parfois de circonstances, avec des nations qui sont parfois très éloignées de leur culture anglo-saxonne, du simple fait qu'il peut y avoir dans une région donnée, pour une mission donnée, une convergence d'intérêts. Par exemple, au Moyen-Orient, les forces navales américaines coopèrent avec de nombreux acteurs régionaux ou qui viennent de partout dans le monde. On a vu dans la lutte contre la piraterie au Moyen-Orient, les forces navales brésiliennes coopérer avec les Américains. Les Brésiliens ne font pas partie de l'OTAN, que je sache. La France partage cette approche et elle-même, elle contribue beaucoup aux coalitions internationales dans lesquelles sont impliqués les États-Unis. Mais au-delà de ces enceintes multilatérales, la France et les États-Unis ont une coopération navale extrêmement riche et, pour tout dire, unique. Les marines militaires de la France et des États-Unis ont en commun un format et des outils comparables. Certes, j'ai dit comparables, ce n'est pas à la même échelle en termes de quantité de navires ou d'aéronefs, mais qualitativement, la France et les États-Unis disposent des mêmes capacités à agir dans tous les milieux,
à tous les degrés du spectre militaire, avec une grande maturité de moyens, et cette identité n'est pas partagée par beaucoup de pays. Tout à l'heure, à la conférence en début d'après-midi, il était évoqué que la Chine se dote également d'une marine très impressionnante, mais il était tout de même rappelé il est généralement admis qu'il faut à peu près 70 ans pour avoir le savoir-faire et l'expérience pour constituer une marine. Les Chinois n'en sont pas encore là. Actuellement, il n'y a que les Français et les Américains qui partagent ces savoir-faire. Le degré d'interopérabilité entre les navires et les aéronefs de nos deux pays est très élevé, le fruit d'une culture partagée depuis des décennies dans le creuset de l'Alliance Atlantique. Au-delà des moyens compatibles, c'est surtout une volonté de travailler en commun, héritier de notre histoire partagée, qui donne au partenariat franco-américain une valeur si spécifique. Je citerai en particulier l'intégration fréquente de navires de l'une des deux marines au sein d'une force navale de l'autre, dans les deux sens, des navires américains qui contribuent aux forces navales françaises et réciproquement. Mais aussi le fait qu'à plusieurs reprises ces dernières années, les Américains ont partagé le commandement des opérations navales au Moyen-Orient avec des capacités françaises, n'hésitant pas même à désengager leur propre porte-avions lorsque le Charles de Gaulle opérait dans la zone, en assurant le rôle d'unique porte-avions de la coalition. Il n'y a qu'avec les Français qui font ça. Ils ne font pas ça avec d'autres pays, seulement avec les Français. Une autre illustration s'est achevée la semaine dernière avec le retour à Toulon d'un déploiement naval français dans lequel était intégrée une des forces des US Marines, avec en particulier la mise en œuvre à bord du BPC Tonnerre de la Marine nationale, de l'aéronef convertible V-22 Osprey, celui que vous voyez en bas à droite. Là aussi, ce genre de partage opérationnel n'est réalisé qu'avec la Marine française. Je voudrais illustrer l'excellence et l'unicité de la coopération navale franco-américaine par une petite vidéo qui a été prise à bord du Charles de Gaulle à la fin de l'année 2016, lorsqu'il était encore au large de la Syrie, avant qu'il rentre à Toulon pour son carénage majeur. Alors, si la technique fonctionne, mais ça reste à prouver, est-ce que ça va marcher là? On peut avoir le son? Le groupe aéronaval est actuellement déployé en Méditerranée orientale pour intensifier l'effort de la force dans la lutte contre le terrorisme. Je vous encourage à bien écouter les propos de l'amiral américain. Les contrôleurs opérationnels français et américains de la zone se sont rendus à bord du porte-avions Charles de Gaulle et du destroyer américain USS Ross, engagés ensemble dans l'opération Chamal. Avec mon ami vice-amiral Duché et la marine française, une équipe qui travaille ensemble contre les menaces à la démocratie, à notre manière de vie et la menace de terrorisme que vous avez, qui a touché la France l'année dernière. Donc nous sommes ici, ensemble, aujourd'hui, avec un navire, un destroyer américain qui travaille pour la marine française, USS Ross. Et le groupe aéronaval, avec tous ses bateaux, avec ses escorteurs, avec les avions, avec le sous-marin, etc., permet aux contrôleurs opérationnels d'avoir une vision globale sur la Méditerranée orientale et de mieux appréhender les menaces de demain. La coopération, la participation de la marine française est essentielle globalement, parce que vous avez une marine avec une portée globale. La marine française est le seul, ce sont les seules marines avec un porte-avions nucléaire à ce temps. Nous ne pouvons pas faire face aux menaces chez nous, chez vous, sans travailler ensemble. Puisque nous partageons les mêmes préoccupations et la même analyse, notre coopération est absolument exceptionnelle. Deux marines alliées déployées dans une même mission, détruire les capacités des groupes terroristes. Voilà les propos sur l'exemplarité de la coopération franco-américaine. Ce n'est pas moi qui les tenais, c'est l'amiral américain lui-même. Pour conclure, alors, est-ce que la présentation revient? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut effacer la vidéo? Ça a l'air d'être bien, merci. Pour conclure, les États-Unis ont un lien consubstantiel avec la mer. Ils sont la principale thalassocratie du monde. Ils en ont les attributs indispensables. Une marine forte, agissant dans le monde entier et sur tous les degrés du spectre. Mais maintenant, ils ne sont plus seuls à revendiquer cette posture.
Ils ne peuvent pas échapper à la multipolarité du monde et donc ils ont besoin d'alliés sûrs, dont la France. Je vous remercie de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Oui, bonjour, je vous remercie pour cette présentation très claire. Moi, je voudrais avoir une explication, notamment sur cette extension du plateau continental, avec la notion avec la Chine. Comment définit-on au niveau, je ne sais pas, juridique, international, cette notion d'île artificielle? Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est reconnu, une île artificielle? Et deuxième question, qui est toujours autour de la Chine, est-ce que ce grand projet de nouvelle route de la soie terrestre et surtout maritime, comment est-elle vue par les Américains? Merci. Alors, le plateau continental et les îles artificielles, ce sont bien deux choses distinctes. Le plateau continental, c'est le prolongement sous l'eau de la masse continentale. Les continents sont ainsi faits que vous avez une masse continentale avec du relief, on le voit bien à Grenoble, on est dans les Alpes, et ce relief se prolonge assez loin des côtes, et après, ça plonge vers les abysses. Et la limite du plateau continental, c'est justement l'endroit auquel ça plonge vers les abysses. Ça a une traduction très concrète, c'est que d'abord, jusqu'aux limites du plateau continental, on peut ou on pourra bientôt exploiter ce qui se trouve au fond. Et puis, vous avez aussi une richesse halieutique, notamment de poissons, très importante. Dès que vous êtes au-dessus des grands fonds, je ne dis pas qu'il n'y a plus rien, mais on n'a plus les mêmes richesses. Donc pour les États côtiers, c'est très important d'avoir la capacité d'exploiter, je dis bien exploiter, il s'agit bien des zones économiques exclusives, d'exploiter le maximum de ce que peut offrir la géographie, donc le plateau continental. Actuellement, la Convention de Montego Bay fixe à 200 000 marins la limite des zones économiques exclusives. Pour autant, il est prévu dans la Convention qu'une nation au large de laquelle le plateau continental va plus loin que les 200 000 marins, cette nation peut demander par un arbitrage international auprès de la Convention des limites du plateau continental à ce que justement sa zone économique exclusive aille bien au-delà des 200 000, voire éventuellement jusqu'à la limite du plateau continental. Voilà. La France a fait des demandes et a obtenu d'ailleurs une extension de ces zones économiques exclusives il y a 1 an et demi, en particulier au large de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie. Le domaine maritime français s'est agrandi parce que, lors d'un arbitrage international, dans la Convention pour les limites du plateau continental, il a été statué, arbitré, que les limites de la ZE française allaient s'étendre. La Chine n'a pas, à ma connaissance, de demande en cours pour faire étendre les limites de sa ZE au-delà des 200 000 marins. Parce que tout simplement, la géographie des masses continentales en Asie orientale ne montre pas la pertinence géographique d'une limite du plateau continental qui serait au-delà des 200 000 marins. Ça, c'est pour le plateau continental. Les îles artificielles, il s'agit de récifs, c'est-à-dire d'endroits qui étaient soit à peine émergés, soit même pas émergés du tout, des endroits où vous avez très très peu de profondeur d'eau, donc le fond de la mer arrive presque à la surface, et donc ce ne sont pas des îles, ça n'appartient à personne. La mer en elle-même, le principe de la Convention du droit de la mer, c'est que la haute mer, ça appartient à tout le monde. Res nullius, la chose de personne, ça appartient à toute l'humanité. Or là, les Chinois construisent, en mettant des matériaux de remblai, construisent des îles. Ils ont même construit des aéroports. Ils ont construit 3 aéroports dans la mer de Chine méridionale ces 5 dernières années. Et ils disent, eh ben c'est une île, et c'est à nous, et on revendique autour une mer territoriale et une extension de la zone économique exclusive. Ça, c'est la posture chinoise. Bien évidemment, c'est en contradiction avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, parce que quand cette convention a été signée, il n'y avait pas d'île à cet endroit-là, et tous les autres pays, tous les autres États partis contestent ça, mais la Chine dit, moi je fais, ils pratiquent la politique du fait accompli. Les Américains, bien sûr, ne l'entendent pas de cette oreille, et donc eux
veulent préserver leur liberté d'opération et de navigation. C'est le programme Freedom of Navigation Operations. Ils y vont exprès. Et forcément, les Chinois sont dans une posture de confrontation et disent « Sortez de là, vous êtes chez nous. Non, non, on n'est pas chez vous. » Vous voyez ce que je veux dire? Voilà de ce qu'il en est. La route de la soie, il s'agit d'un programme stratégique chinois, en particulier la route de la soie maritime. Tout à l'heure, il y avait une conférence sur la vision chinoise des mers, et on parlait en particulier de ces routes de la soie, essentiellement dans le domaine maritime. Quelle est la position américaine là-dessus? Alors, déjà, je dois vous avouer mon ignorance de la position américaine sur la route de la soie chinoise. Néanmoins, je sais quand même, et vous le savez aussi bien que moi, que les États-Unis voient la Chine comme leur principal challenger dans la mondialisation. Or, c'est une route qui va favoriser les échanges et donc l'économie chinoise. Donc forcément, les Américains voient ça comme une concurrence et en anglais, ils diraient « competitor », un compétiteur. Monsieur. Dans les 5 centres de gravité stratégiques des États-Unis, vous avez cité Pacifique, Asie orientale, Caraïbes, etc. Vous n'avez pas cité l'Atlantique. Alors, est-ce que c'est une omission ou est-ce que les Américains considèrent sur le plan doctrinal que l'Atlantique, étant le A de OTAN, ne sont pas un centre de gravité stratégique parce qu'ils sont intégrés dans un système de défense, etc. Ou est-ce qu'ils considèrent que l'Atlantique est un lac tellement américain qu'il n'y a plus de nécessité d'en faire un centre de gravité stratégique? C'était ma première question. Deuxième question, quand vous avez parlé de la concurrence, de la montée en puissance des marines émergentes, vous avez montré une photo très symbolique, puisqu'on la voit assez souvent, qui sont les deux porte-avions, le Liaoning, je crois, le porte-avions chinois et le porte-avions indien. Est-ce que ces porte-avions, dont le pont est relevé, ont la même capacité opérationnelle qu'un porte-avions américain? Voilà le sens de ma question, sachant que le porte-avions est un peu le navire fer de lance des marines modernes. C'est un peu ça. Alors, s'agissant de l'Atlantique, je crois que vous avez vous-même répondu. L'importance stratégique de l'Atlantique en 1949, lors de la signature du traité de Washington, était cruciale. En 2018, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas tout à fait un lac américain, mais c'est quand même une zone dans laquelle il y a moins de confrontation. Pour faire simple, d'une rive à l'autre de l'Atlantique, qu'est-ce qu'on trouve? Au moins dans la partie nord, l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, et l'Europe. C'est-à-dire deux ensembles socio-économiques très importants l'un et l'autre, mais qui ne sont pas en confrontation. C'est pas, au sens stratégique du terme, on n'est pas frontal. Voilà. Donc voilà pourquoi ce n'est plus un centre de gravité stratégique des États-Unis. S'agissant des marines émergentes et des porte-avions, il est clair que les porte-avions de technologie chinoise et indienne que je vous ai présentés ne sont pas ce qu'on appelle des catobars, des porte-avions qui, grâce à des catapultes, peuvent propulser des aéronefs lourdement armés, et des aéronefs qui ont une grande endurance parce qu'ils emmènent suffisamment de carburant. C'est-à-dire pour véritablement faire de la projection de puissance. Bon. Voilà, ça c'est l'état actuel des programmes d'armement naval chinois et indiens en 2018. Est-ce qu'en 2025, 2030, ils n'auront pas de catobars? Je ne peux pas vous le dire, bien entendu. Cela dit, construire ces navires, c'est aussi répondre à une stratégie. Or, je ne crois pas, ou tout du moins ce n'est pas le cas pour l'instant, que la Chine ait de volonté, de stratégie de projection de puissance de manière agressive sur d'autres pays. Voilà. Donc, est-ce que ça a du sens, pas de sens, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont, avec leurs porte-avions actuels, ceux qu'ils construisent, ils ont quand même la capacité de dénier aux Américains leur leadership dans le Sea Power. Je crois qu'il y avait une question de ce côté-là. Oui, tout à fait, Bruno Modica, les Clionotes. Plusieurs questions. D'abord, on parle du porte-avions fer de lance des marines. Vous dites cela en 2018. Quelles sont les autres perspectives, puisque l'on sait qu'il y a des programmes d'armement naval qui sont destinés à tuer les porte-avions? Face à ces porte-avions et face aux dispositifs qui sont les marines de surface et les systèmes qui datent des années 90, c'est-à-dire les systèmes Burke, il existe actuellement des déploiements, aussi bien d'ailleurs en Chine qu'en Russie. Ce sont les Russes qui, au départ, avaient envisagé ces dispositifs qui visent effectivement, à un moment donné, à développer des armes d'interdiction pour tuer les porte-avions, et notamment, je pense, aux missiles sous-marins. Et la deuxième question, elle serait peut-être plus générale. La Chine n'a pas d'intention de projection de puissance.
je serais peut-être un petit peu dubitatif en considérant que finalement, la démarche du collier de perles jusqu'à l'océan Indien et jusqu'au final avec la coopération, l'installation sur la base de Djibouti et les 5 à 10 000 hommes qui peuvent être accueillis sur Djibouti, ça s'inscrit tout de même au moins dans une sorte de contrôle d'une route maritime décisive et donc peut-être avec les moyens de projeter de la puissance pour défendre des intérêts. Voilà, je vous remercie. Alors, tuer les porte-avions, on peut imaginer beaucoup de choses, on peut développer plein de programmes d'armement. Les porte-avions, par ailleurs, et les forces navales, d'une manière générale, développent ce que, pour employer un terme en anglais, ce que l'on appelle la force protection, hein, donc différents moyens de défense. Et il est clair qu'on n'investit pas des budgets de la défense aussi considérables pour développer des capacités stratégiques de ce niveau-là sans se doter de moyens de protection. De toute façon, les porte-avions, qu'ils soient américains, français ou autres, ne sortent jamais tout seuls et ils ont des moyens de défense assez sophistiqués. Alors, je ne dis pas que cette menace n'est pas crédible, mais d'abord, pour l'instant, elle n'a jamais été éprouvée. Et puis, force est de constater aussi que les mêmes pays qui disent développer ça, développent eux-mêmes des capacités de porte-avions. On le rappelait encore cet après-midi. Donc, à mon sens, les porte-avions, en tant qu'outil principal de projection de puissance, ont encore un bel avenir devant eux. Alors, la Chine, pas de projection de puissance. D'abord, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne pourrais pas dire que la Chine ne voudra jamais faire de la projection de puissance. Néanmoins, la stratégie du collier de perles et l'implantation de bases, notamment celle de Djibouti dont vous parliez, à mon sens, relève plus d'une volonté, comme vous l'avez dit, de contrôler des routes maritimes plutôt que d'exercer une menace de coercition vis-à-vis de nations qui pourraient être potentiellement hostiles. Mais là encore, je peux me tromper. On verra lorsque le Festival de géopolitique de Grenoble traitera de la Chine si la stratégie chinoise a inclus cette dimension-là ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, à ma compréhension des choses, les Chinois n'ont pas une posture stratégique que l'on pourrait comparer à celle des États-Unis, c'est-à-dire la capacité à exercer une menace de coercition majeure grâce à des outils de projection de puissance. Y avait-il une autre question ? Bonjour. Oui, monsieur. Vous avez présenté... Le micro ne fonctionne pas. Allô ? Oui ? Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Vous avez présenté au début les États-Unis comme une pseudo-île, comme si c'était naturellement une puissance maritime en potentiel, mais j'ai lu qu'avant le généralement, c'était la doctrine Monroe qui était en contradiction avec la doctrine Mahan, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement très fort, surtout après 1898, c'est-à-dire avant cette date-là, les États-Unis n'étaient pas une puissance maritime. Qu'est-ce qui a fait que ces changements si profonds aient lieu ? Alors, vous me posez une question d'histoire. Je ne suis pas historien, mais j'ai un petit peu de compréhension de ces sujets-là. À mon sens, la doctrine Monroe est morte à la Première Guerre mondiale. C'est un événement stratégique majeur à l'échelle de la planète. C'était la fin de la doctrine Monroe, de l'isolationnisme américain. Et ce qu'on a vu avec l'engagement des forces américaines dirigées par le général Pershing, l'engagement en Europe, on est en train de commémorer le centenaire de la fin de cette guerre. Voilà, ça c'était vraiment la fin de cette période d'isolationnisme américain. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que le mot isolationnisme, ça vient de île. La sémantique a du sens. C'est vrai que avec cette doctrine Monroe qui a, pour dire les choses simplement, parcouru tout le 19e siècle, à peu près, les Américains étaient assez isolationnistes. Mais ça appartient à une histoire qui est maintenant révolue. Néanmoins, ce que j'ai voulu démontrer, c'était pas tellement cet aspect-là des choses. Quand j'ai parlé de pseudo-îles, c'est tout simplement de dire, prenons conscience du fait que la géographie des États-Unis les tourne forcément vers la mer. C'était surtout ça. Oui. En fait, on n'a plus trop le temps. Le temps s'est écoulé. Je serais heureux de répondre à vos questions en privé.